Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette édition un peu spéciale du Pfizer Healthcare Hub. Je me présente, donc Jérôme Leleu, je suis le président d'Interaction Healthcare. Également, je m'occupe de Sim4Health, qui est notre société dans la formation. Et puis surtout, je suis un passionné de e-santé. Donc, certains d'entre vous me suivent peut-être sur LinkedIn, où j'essaie de partager tous les jours un peu ma vision de ce qui se fait sur l'e-santé et surtout, en tant qu'entrepreneur, je suis passionné par le monde de l'entreprise, les créateurs, les entrepreneuses, et on en a ce matin de grande qualité, et les entrepreneurs. J'ai assisté donc c'était donc l'an dernier à la première édition du Pfizer Healthcare Hub, lancé par la Fondation de Dotation donc Pfizer Innovation, l'Institut du Cerveau et également l'IPEPS, qui est donc la structure d'accompagnement au niveau des startups. Et j'avais trouvé vraiment cette première édition vraiment intéressante, puisqu'il y avait eu avec la rencontre des startups, des mentors. Et dans cette période un peu compliquée avec le Covid-19, puisque on devait se voir au mois de mars à l'ICM, et bien il a fallu faire un petit format un peu différent. Et donc j'ai répondu à l'invitation des équipes du Pfizer Healthcare Hub pour pouvoir partager un peu ce point de vue sur ce programme dans lequel vous avez tous été sélectionnés. Donc encore bravo. Donc on va passer entre 45 minutes et 1 heure, puisque c'est un peu comme des podcasts que parfois le temps est un peu plus long et il faut au contraire se laisser le temps de pouvoir bien vous connaître. Donc on va passer donc cette prochaine heure ensemble pour bien comprendre d'abord qui vous êtes, vos différentes startups. Et surtout, je pense que ça c'est le plus important, c'est de revenir un peu sur cette sélection au niveau du Pfizer Healthcare Hub donc pour la saison 2. C'est qu'est-ce qui vous a permis en fait d'être sélectionné. On sait qu'il y avait un jury exigeant et il y avait une quarantaine de dossiers, donc encore bravo pour cette sélection. On va laisser la parole à chaque startup pour vous présenter alors, en quelques minutes. Vous l'avez compris, et c'est pareil pour les personnes qui vont nous regarder ou écouter, on est sur un format vraiment de discussion entre entrepreneurs pour comprendre l'intérêt de pouvoir participer à ce programme d'accélération. On est tous là pour que les sociétés se développent. Alors, on va commencer bien sûr par une petite présentation rapide donc, des personnes qui vont être dans ce webinaire pendant une petite heure. Donc, on a la chance d'avoir Morgane Soulier, qui est donc la présidente et la fondatrice de Philippe. Bonjour Morgane. Bonjour. On a également, c'est très bien, on entend très bien, c'est parfait. On a également donc Barthélémy Bourdon-Baron Munoz. J'espère que Barthélémy, on a répété, mais j'espère que je le prononce bien. Le président et le cofondateur de Hajime AI. Bonjour Barthélémy. Salut, c'est parfait. C'est bon, c'est bien, j'ai tout bon. Formidable. Okay. On a l'impression d'être le 11 mai à la rentrée des classes. On a également le plaisir d'avoir Olivier Martin, qui est le CEO de l'Unio Médical. Bonjour Olivier. Bonjour. Et puis également, on a donc Joanne Canan, qui est donc CEO et la cofondatrice de Omini. Bonjour Joanne. Bonjour Jérôme. Et enfin, on finit dans les 5 sociétés donc, par Guillaume Bézi, qui est le CEO et cofondateur de Cibus. Bonjour Guillaume. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Je trouve que Guillaume est le sportif de ce club des 5 startups avec un vélo qui est important en ce moment dans cette période de confinement. Très bien, on est ravis de vous avoir. Donc, on va commencer cette présentation par Morgane. Morgane, donc, comme je l'évoquais il y a quelques secondes, donc, tu es fondatrice et dirigeante de Philippe. Donc, alors, en quelques minutes, surtout nous expliquer, d'une part, ce que tu fais avec Philippe et des projets. On a une petite vidéo aussi pour chacun, donc vous n'hésitez pas à me dire quand vous voulez passer la vidéo pour que chaque participant puisse la mettre en évidence et aussi à chacun qui le regarde de mieux comprendre. Bien évidemment, vous aurez dans la vidéo les liens des différentes startups pour les découvrir. Donc voilà, donc Morgane, est-ce que tu peux nous dire en premier lieu ce qu'est Philippe et puis également ce qui te semble important dans le programme et cette sélection du Pfizer Healthcare Hub.
Ok, super. Bah, déjà, bonjour à tous et puis merci pour l'organisation. C'est finalement hyper pratique comme ça. On s'entend tous, on se voit tous, c'est super chouette. Alors, qui je suis déjà pour commencer, parce que ça va donner un élément de contexte, contrairement à la plupart d'entre vous, moi je ne suis pas du tout issue du milieu scientifique, je ne suis pas professionnelle de santé et je n'ai pas développé une start-up dans le domaine de la santé parce que j'étais issue de ce milieu-là. J'ai travaillé longtemps dans les nouvelles technologies, mais j'ai surtout malheureusement à mon actif sur mon CV une bonne dizaine d'années de soins hyper compliqués, hyper contraignants pour troubles alimentaires et troubles digestifs hyper envahissants. Et du coup, en 2018, j'ai commencé à fédérer via les réseaux sociaux des communautés de patients et de professionnels de santé pour qu'ensemble, on arrive à réfléchir à des solutions qui permettraient de faire en sorte que ces maladies qui sont les troubles alimentaires, donc l'anorexie, la boulimie, l'obésité, toutes les maladies métaboliques et les maladies qui ont un impact sur l'alimentation, notamment les cancers ou voilà, toutes les maladies qui peuvent impacter la façon de s'alimenter, soient moins chroniques, soient moins fastidieuses et soient moins longues à traiter. Et du coup, aujourd'hui, Philips, c'est quoi? C'est un écosystème qui s'adresse à l'ensemble de la chaîne thérapeutique, donc de l'individu ou du patient. Je fais exprès de dire individu ou patient parce que parfois on peut être un individu qui n'est pas encore patient parce qu'on n'a pas encore intégré un protocole de soins, jusqu'à la recherche en passant par le professionnel de santé, qu'il soit en ambulatoire ou en hospitalier. Et du coup, qu'est-ce qu'on propose pour l'individu et le patient? Avoir un meilleur accès aux symptômes, mieux prendre en charge le patient, gagner du temps en consultation évidemment, mais aussi favoriser l'alliance thérapeutique et la prise en charge pluridisciplinaire. Et puis, point important en cette période de confinement, on parle beaucoup de télémédecine, mais on dit peu que quand on est confiné à plusieurs en famille, je me sens mal. Et l'interface permet de garder un lien par messagerie en fait, avec son professionnel de santé. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique et qui permet, donc j'ai réalisé le bénéfice là, en cette période de confinement et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit finalement une des fonctionnalités un peu phare finalement de cette interface. Et pour terminer, pour répondre à ta question sur pourquoi ce programme et du coup, voilà, pourquoi le programme et le lien avec le programme, j'ai parlé des troubles alimentaires et des troubles digestifs donc, et des maladies qui ont un impact sur l'alimentation. Donc finalement, il y a ça touche à deux domaines de la médecine qui sont des maladies somatiques, donc le métabolisme, le somatique, et puis le psychisme. Et finalement, quand on fait l'alliance entre Pfizer et l'ICM, on touche à ces deux sphères-là. Pfizer qui va vraiment être sur le somatique et la recherche de traitements médicaux, médicamenteux, et puis l'ICM qui Institut du cerveau, qui va s'intéresser vraiment à comment le cerveau, le psychique et le neurologique vont avoir un impact sur nos qualités de vie. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant parce que finalement, c'est l'essence même de Philips, c'est de comprendre pourquoi j'agis comme ça, comprendre pourquoi tel domaine de ma vie a un impact comme ça sur mes comportements, sur mes humeurs ou sur mes ressentis. Et je trouve que ça faisait vraiment sens de pouvoir allier les deux et de travailler avec les deux de façon à la fois parallèle et à la fois de rassembler les deux domaines, les deux sphères. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Non, mais Morgane, c'est très bien. Je te propose, c'est qu'on passe quand même la vidéo parce que je trouve qu'elle illustre parfaitement ce que tu as pu dire et puis je crois que tout le monde a envie aussi de comprendre. Et puis surtout, quand on a préparé ce webinaire, revoir ta vidéo et vous allez voir que dans cette période de confinement que nous vivons, nous avons vécu pendant ces plus de 2 mois, il y a des belles images qui nous rappellent peut-être l'avant. Ouais, exactement. Bonjour, je m'appelle Morgane et je suis la fondatrice de Philips, un ensemble d'aides numériques pour tous ceux qui souhaitent se réconcilier avec leur alimentation. J'ai créé Philips après des années de lutte contre les troubles alimentaires. Toutes ces années, j'ai eu de grandes difficultés à m'alimenter correctement. Je n'avais plus aucun repère alimentaire, je m'isolais pour manger et je n'arrivais pas à exprimer mes ressentis et mes sensations à mes proches ou à mes médecins. Philips a changé ma vie et peut certainement changer la vôtre. L'application a été pensée comme un carnet alimentaire et un journal de bord digitalisé. Chaque jour, j'enregistre des informations sur mes repas, mon humeur, mes sensations corporelles, mes victoires.
fur et à mesure, Philite m'aide à identifier les conditions les plus favorables à mon bien-être et à me réapproprier les sensations d'une alimentation qui me permettent de me sentir bien au quotidien. Je peux partager ces informations avec mes proches et avec mon équipe médicale. Lors de nos consultations, mes médecins accèdent plus rapidement aux informations clés de ma semaine, ce qui nous permet de mieux travailler sur mes difficultés. Dans Philite, je peux aussi lister mes objectifs et suivre mon évolution. Je trouve aussi des conseils et des astuces pour progresser. En intégrant Philite à mon quotidien, je me sens plus soutenue, mieux armée et plus épanouie physiquement et mentalement. Enfin, Philite est aussi une belle communauté de soutien et d'entraide, via les réseaux sociaux, mais aussi grâce au blog sur lequel je trouve de nombreux témoignages inspirants de personnes qui sont passées par les mêmes difficultés que moi. On vous attend. Rejoignez-nous. Bien, merci Morgane pour cette vidéo qui illustre parfaitement la proposition de valeur de Philite. Et puis, comme tu l'as dit, répond à des vrais besoins de communauté, de pouvoir partager des informations. Et quelque part, je trouve que c'est une bonne transition avec Barthélémy et Hajime. On est sur des sujets qui, quelque part, s'inscrivent complètement dans les deux thématiques que le fonds de dotation Pfizer Innovation France que l'Institut du cerveau et l'IPEPS vous souhaitez mettre en évidence, c'est notamment l'observance thérapeutique, et notamment de travailler sur cette façon de retirer ou de diminuer ces problématiques de l'observance. On sait que ça a un impact au niveau médico-économique de près de 9 milliards en France. Peut-être que Barthélémy, tu vas pouvoir nous préciser cela. Et donc, nous présenter en quelques minutes également, comme l'a fait brillamment Morgane, pour Hajime AI. Voilà, donc oui, effectivement, Barthélémy, cofondateur de Hajime AI, qui est une start-up spécialisée dans l'analyse et le changement de comportement. Donc nous, en fait, on a deux particularités. La première, c'est que on utilise tous les modèles comportementaux issus de la psychologie sociale qui existent déjà, mais qui, pour l'instant, sont utilisés que dans le domaine de la recherche, en fait, dans l'universitaire. Et on les sort de là et on les emmène dans la vie réelle, justement, pour les tester dans la vie réelle. Et particularité numéro 2, c'est qu'on les rafraîchit un peu, qu'on les booste avec la technologie. Donc, on les embarque dans des systèmes technologiques avec de la data science, avec de l'IA, et qui permettent que, justement, avec de plus en plus on a de données, et en fait, au fur et à mesure, les modèles comportementaux seront de plus en plus affinés. Donc là, Morgane parlait des comportements alimentaires. Nous, ça nous a déjà intéressés, mais c'est vrai que la particularité sur laquelle on est, c'est l'observance thérapeutique, qui est en soi un comportement, parce que c'est l'adéquation entre le comportement du patient et la prescription médicale de son professionnel de santé. Et tu l'as très bien dit, Jérôme, c'est une problématique qui touche tous les domaines de la santé, que ce soit le système public, où c'est vrai que c'est des coûts de l'ordre de 9 milliards d'euros chaque année en France, c'est 290 milliards aux États-Unis, par exemple. Pour l'industrie pharma, c'est 637 milliards de dollars aussi chaque année. Donc, nous, l'idée, c'est que sur cette problématique-là, on a créé une plateforme qui s'appelle Enco. Et donc, l'idée, c'est un questionnaire psychométrique qu'on appelle ça, donc avec des validités issues de la psychologie, et qui permet justement d'établir un score de prédiction de comportement d'observance du patient. Donc, on va lui demander, on arrive dans un espèce de manque qu'il y a aujourd'hui, où le patient est considéré uniquement comme le patient et pas forcément comme un être humain à part entière. Donc, on oublie tout ce qui est son environnement psychosocial, ses croyances de santé, etc. Donc, nous, on lui pose pas mal de questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il pense de son traitement? Qu'est-ce que ses proches pensent? Est-ce qu'il se sent capable de prendre son traitement? Quels résultats il attend, et aussi par rapport aux résultats qu'il a déjà perçus, etc. Et à partir de là, on a un score justement d'observance, et ça nous dit si le patient va être observant ou non. Et justement, là, intéressant, c'est que si ça nous dit que non, on a aussi des stratégies de changement de comportement qu'on pioche également dans la littérature. Donc, on a un monsieur qui est dans notre board qui a travaillé toute sa vie sur les comportements de santé au Canada. Donc, on pioche là-dedans, et en fait, pour chaque critère qu'on mesure, il y a des stratégies de changement de comportement. Est-ce que c'est le fameux empowerment qu'on entend parler depuis quand même pas mal de temps maintenant dans la santé?
C'est de l'empowerment patient, mais aussi au niveau du professionnel. C'est aussi de l'empowerment par rapport aux professionnels de santé. Parce que la plupart du temps, je pense qu'ils ne savent pas très, très bien gérer justement l'observance. On va dire, un domaine qui n'est pas forcément leur spécialité. Donc, nous, on leur apporte justement des connaissances autres que celles qu'ils ont uniquement sur les symptômes, sur le traitement, etc. Okay. Est-ce que tu veux, Barthélémy, qu'on diffuse la vidéo que tu nous as envoyée? Allons-y. Allez. Barthélémy Bourdon-Bormunoz, je suis psychologue social spécialisé en prévention et en comportement de santé. Je m'appelle Quentin Pédron, je suis également psychologue social et j'ai rencontré Bart sur les bancs de l'université de Nanterre. ADJME est un projet qui s'attaque au problème de l'observance thérapeutique, c'est-à-dire l'adéquation entre les comportements d'un patient et les prescriptions qui lui sont faites par son médecin. Ça peut concerner la prise de médicaments, l'alimentation ou encore l'activité physique. L'OMS affirme aujourd'hui qu'un patient sur deux, toutes pathologies confondues, fait preuve d'une observance insuffisante. En France, par exemple, selon les derniers indicateurs, cela coûterait chaque année 9 milliards d'euros à la société. Avec l'aide de psychologues, d'ingénieurs en intelligence artificielle et de développeurs, nous proposons un outil de suivi simple et ludique pour les patients. Basé sur de l'intelligence artificielle et des modèles de prédiction de comportement, nous sommes capables d'identifier les patients à risque, pourquoi ils le sont, et donc de leur apporter un accompagnement personnalisé et adapté. Les données comportementales récoltées nous permettront de mieux appréhender les difficultés rencontrées quotidiennement par les patients et de mettre en place des protocoles de suivi plus adaptés à leur environnement psychosocial. Sur le long terme, nous ambitionnons de créer un observatoire psychosocial de l'observance sur un plan national puis international. Sur le court terme, nous réalisons actuellement un premier focus sur les patients atteints d'obésité et plus particulièrement sur le suivi en chirurgie bariatrique. Merci aussi pour cette vidéo qui est très efficace dans sa présentation. Alors la même question, Barthélémy, que pour Morgane. Encore bravo d'être sélectionné dans cette saison 2 du Pfizer Healthcare Hub. Ça représente quoi pour ta startup en termes de développement et peut-être d'accélération de ton projet? Pour nous, cet accompagnement, en fait, il arrive vraiment au bon moment et il est parfait parce que l'observance thérapeutique, c'est vrai que nous, on avait ciblé un marché qui est l'industrie pharma. Je te disais justement que ça coûte très, très cher chaque année à l'industrie pharma, que ce soit en vie réelle ou dans les essais cliniques aussi, hein, puisque l'observance, ça plombe pas mal d'essais cliniques et ça coûte pas mal d'argent aussi à toute l'industrie pharma. Donc, nous, on avait ce modèle-là qui nous intéressait beaucoup et justement, on souhaitait s'associer avec un labo pour affiner le modèle économique, pour comprendre comment ça marche, etc. Donc, il y a tout le volet plutôt médical et marketing. Et de l'autre côté, il y a toute la partie sciences comportementales avec l'ICM qui est spécialisée là-dedans et qui est un des leaders mondiaux là-dedans. Donc, c'est vrai que pour nous, en termes de sciences comportementales et d'observance, en fait, ça match des deux côtés à 100%. Donc, c'était vraiment idéal. Bon, écoute, c'est une super transition. Merci Barthélémy pour qu'on continue donc avec Olivier. Au même titre que l'observance thérapeutique, un sujet passionnant, toi tu travailles Olivier également un sujet qui utilise aussi l'intelligence artificielle, les interactions médicamenteuses, tu en parleras mieux que moi. On sait que notamment en ce moment on parle beaucoup des essais cliniques, de l'usage des médicaments, donc je pense que ta proposition de valeur est intéressante. Olivier, je te propose que tu te présentes et puis tu nous présentes également l'Umio Médical, la proposition de valeur, et comme pour Barthélémy et Morgane, ce que ça représente pour toi, ça nous semble important pour tous les entrepreneurs. Olivier. Alors je suis le cofondateur de l'Umio Médical. C'est une boîte que j'ai cofondée avec deux potes ingénieurs de la même école. En fait, on est une boîte spécialisée dans la data et on adresse le problème spécifique des accidents médicamenteux. Alors, les accidents médicamenteux, c'est un gros problème de santé publique qui coûte la vie chaque année à près de 30 000 patients, rien qu'en France. Alors, pour répondre à ce problème, aujourd'hui, on a développé un logiciel à destination des pharmacies hospitalières. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une IA qui vient brasser tout un tas de données issues du dossier patient hospitalier et qui permet en fait de détecter quels patients seraient plus à risque que d'autres d'avoir un accident médicamenteux. Cette IA permet du coup de prioriser le travail du pharmacien dans son travail d'analyse de prescription pour le rendre plus efficient. Alors aujourd'hui, en fait, on a co-développé en fait cette solution avec l'hôpital Saint-Joseph à Paris et on est en test maintenant dans un autre hôpital parisien.
Oui, au même titre que pour Philippe et Hajime Ai, on a une petite vidéo. Alors, voilà, on passait une partie notamment avec le témoignage qui est assez intéressant de ce que tu as pu envoyer. Tout d'abord, nous avons fait un peu un constat des solutions existantes en termes d'analyse de prescription. Donc les solutions qui existent en termes de logiciels d'aide à la prescription utilisent globalement des bases médicamenteuses existantes comme Teriac ou comme Vidal. Le problème, c'est que les alertes levées par ces outils ne reflétaient pas la complexité de l'analyse pharmaceutique et n'étaient pas toujours conformes aux pratiques des médecins. Cet outil-là va vraiment prendre des règles qui sont issues de la pratique, issues, on va dire, entre guillemets, de la vraie vie. C'est pour ça qu'on a créé une intelligence artificielle qui soit apprenante sur l'expertise du pharmacien, ainsi que sur les données de vie réelle pour combler le défaut de ces bases médicamenteuses. Donc effectivement, l'idée c'était d'utiliser l'intelligence artificielle pour construire un outil intelligent qui nous permettra de cibler les prescriptions les plus à risque. L'intelligence artificielle permet finalement, en ayant assez peu d'a priori, de brasser une foultitude d'informations pour répondre à une question donnée. Donc l'idée c'est de sécuriser effectivement cette prise en charge médicamenteuse pour les patients hospitalisés à toutes les étapes, y compris l'étape de prescription. Merci aussi là pour cette vidéo, ces témoignages sont intéressants. Je crois qu'on a préparé la réunion, tu voulais également rebondir sur ce témoignage et puis même une question que pour Barthélémy et Morgane, vraiment ce que ça représente pour toi ce programme d'accélération, d'accompagnement. Je trouve que c'est un élément essentiel pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on répond aux problèmes des accidents médicamenteux, mais que partiellement, et on aimerait pouvoir étendre notre réponse et du coup aborder le sujet notamment de la pharmacovigilance qui consiste à surveiller les effets indésirables des médicaments en vie réelle. Et en fait, on peut vraiment développer notre solution. On va continuer ce tour de table virtuelle des startups. Nous allons avoir le plaisir d'avoir Joanne Canan. Donc, tu es donc la CEO et cofondatrice d'Omini sur un sujet là aussi tout aussi intéressant. Alors, clairement, le Pfizer Healthcare Hub, il n'est pas né pendant la crise sanitaire du Covid-19. Nous faisons cette vidéo et je vous remercie encore une nouvelle fois de vous montrer la résilience des startups à s'adapter au format et à la situation. Mais quelque part, et c'est ce qui est passionnant dans toutes vos startups, c'est que vous apportez un sujet particulier qui peut être une solution ou tout le moins un accompagnement par rapport à cette crise sanitaire. Clairement, tu travailles dans le domaine des tests sanguins et bien sûr, tu le présenteras de façon beaucoup plus passionnante que moi, mais je trouve que c'est important que tu nous écrives un peu la genèse du projet. Il y a aussi une petite vidéo, tu nous diras quand on la passe, mais d'expliquer ce que fait aujourd'hui Omini. Joanne, c'est à toi. Merci Jérôme. Donc effectivement, au sein d'Omini, ce qu'on souhaite développer aujourd'hui, c'est des dispositifs de tests sanguins portables. Après, il y en a déjà sur le marché, donc pourquoi Omini est spécial? C'est parce que notre technologie va pouvoir ouvrir une nouvelle dimension de tests sanguins portables qui est aujourd'hui pas desservie. Je pense que c'est assez intéressant de voir la dynamique du groupe aujourd'hui parce qu'on parle d'observance, on parle de suivi thérapeutique, de pharmacovigilance et ceci nécessite d'une certaine manière le retour du patient, son feedback, ses émotions, mais il nécessite aussi une dimension assez cruciale qui est celle des biomarqueurs sanguins. On le sait aujourd'hui, une décision médicale assez souvent va nécessiter des données sur les biomarqueurs sanguins. Tout comme comprendre la réponse d'un patient à son traitement, est-ce que c'est efficace ou pas efficace. Et ça nécessite de la donnée biologique, dont les biomarqueurs sanguins. Et aujourd'hui, autant cette demande, on y répond dans les hôpitaux, dans tout ce qui est healthcare facilities, là, il y a un grand manque au niveau du suivi des patients quand ils sont à domicile. Sauf à l'exception peut-être du patient diabétique qui, lui, a des outils pour se suivre de manière récurrente. Nous voyons un certain manque du côté des patients qui souffrent de différents types de maladies, telles que les maladies chroniques. Et c'est là où on pense qu'avec Omini, on peut répondre à ce besoin à une technologie de capteur sur laquelle on travaille à l'école polytechnique. Et cette technologie, c'est le fruit du travail de la cofondatrice d'Omini, Anna, qui pendant plusieurs années a développé des systèmes de capteurs qui sont à la fois rapides, précis et abordables et qui vont donc permettre à un patient de pouvoir se suivre de manière plus récurrente et de voir l'évolution du taux de biomarqueurs clés qui vont indiquer son état de santé en fonction de sa pathologie. Et donc aujourd'hui, nous, Omini, on se focalise sur les maladies cardiovasculaires, en particulier sur les insuffisants cardiaques, pour voir comment leur état de santé se développe.
est-ce qu'ils sont à risque de rechute, de hospitalisation, et donc éviter l'aggravation de l'état de santé. Et à noter aussi quand on parle d'observance que dans le cas des maladies, des insuffisances cardiovasculaires, on a le taux d'observance le plus bas, en particulier en France, d'où la nécessité d'avoir des outils de monitoring récurrents et de pouvoir commencer à récolter ce type de données afin de faire un meilleur suivi des patients et de comprendre pourquoi certains, par exemple, deviennent non répondeurs à leur traitement. Donc, je pense que la vidéo permettra de résumer. Oui, en plus, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ce que tu viens de dire et je partage voilà, la vidéo. Over the last century, life expectancy doubled. People are living longer, but the population is growing older. Our hospitals are overcrowded, and our current healthcare system cannot sustain this growth. Today, more than ever before, we need to promote early detection, prevention, and monitoring. And to do so, we need new blood testing methods, because blood tests account for 70% of medical decisions. But traditional methods are not suitable for this new medical era. I'm Joanne, and with Anna, we are the co-founders of Omini. And our goal is to make blood tests 100 times faster and 100 times simpler. We are developing the perfect toolbox for immediate blood tests at the patient bedside. Our portable tools are accurate, fast, affordable, and connected. Our secret? Biosensing devices that can detect 90% of the 700 tests performed in traditional laboratories, from tiny drops of blood. Our technology is based on years of research in the labs of École Polytechnique and is subject to multiple patents. Today, we will finalize and industrialize a first toolbox to prevent and monitor heart disease. And then we will move on to other chronic disease, neurological disorders, and cancer, so that we can truly enable patient-centered care. Bon, là aussi, je vois que les startups montent en puissance dans leur efficacité. C'est pas que dans les pitchs, c'est aussi les vidéos qui sont super bien faites. Donc, bravo. Alors, Joanne, ton caractère scientifique, c'est peut-être de l'humilité aussi, comme souvent. Mais tu t'es pas présenté avant de présenter Omini. Est-ce que tu peux te représenter aussi? Et puis là aussi, nous expliquer ce que le Pfizer Healthcare Hub représente pour toi. Et lorsqu'on a présenté avec tous les partenaires et préparé ce webinaire, tu illustres aussi un exemple complexe aujourd'hui qui est celui de la start-up, celui qui, en tant que structure, amène un dispositif logiciel, mais aussi matériel. Et on sait que c'est souvent un triple enjeu complexe. Donc, ce sera intéressant de nous expliquer ce que le Pfizer Healthcare Hub, cette saison 2, peut apporter. Je pense effectivement que ça illustre combien on fusionne avec sa startup, tellement on est impliqué parfois qu'on s'oublie soi-même. Donc, moi de formation, je suis docteur en biochimie, donc scientifique de formation, et j'ai rencontré ma cofondatrice Anna, qui elle aussi est docteur en bioélectronique, au sein d'un programme un peu particulier qui s'appelle Entrepreneur First, qui nous a permis de rejoindre nos forces et d'évaluer quelles propositions de valeur on peut ramener qui se basent sur nos expertises. Et le choix d'avoir choisi le secteur de la santé s'est fait de la technologie vers le marché, en évaluant ce que notre technologie de capteur pouvait faire et comment on pouvait la transformer pour qu'elle soit utile. Clairement, grâce aux avantages et aux atouts de cette technologie, nous avons fait le choix de la santé, en particulier des tests sanguins portables. Effectivement, comme tu le dis, nous, c'est un double enjeu parce qu'il y a la dimension logicielle de, une fois on a récupéré cette donnée, qu'est-ce qu'on en fait, comment elle peut être utile. Mais avant ça, il faut réussir déjà le challenge du hardware qui est d'obtenir des capteurs qui sont efficaces en temps réel, c'est-à-dire avec l'échantillon du patient. Aujourd'hui, nous, on est dans une phase de prototypage. On a fait beaucoup d'innovations sur comment on va industrialiser ces capteurs, comment on va réduire comment on va faire un système multitest, donc qui mesure plusieurs marqueurs. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore à la phase de tester au chevet du patient. Et c'est là où le programme tombe à une étape assez cruciale pour nous, parce que ce que ça nécessite, c'est de vraiment comprendre le parcours qui nous attend avant d'arriver sur le marché. Et ça inclut plusieurs étapes. D'un côté, affiner le profil du patient, donc qui est notre patient, comment on l'aide, quels sont ses besoins, ainsi que tous les stakeholders qui l'entourent, donc son médecin, mais aussi le système de santé et de soins. Et d'un autre côté, comprendre ce que c'est que de monter une étude clinique, de certifier un dispositif médical qui contient à la fois du hardware et du software, et sur une dimension aussi plus large, l'accès au marché, quel pays on fait, comment. Et je trouve que le fait de ramener le Pfizer avec l'ICM, l'IPEPS en l'occurrence, c'est vraiment très complémentaire pour nous parce que ça va nous ramener toutes ces dimensions qui peut-être aujourd'hui nous manquent parce qu'on est d'un profil technique, mais pas forcément du milieu de la santé initialement.
Ah, c'est passionnant parce que d'abord, en plus, en vous écoutant tous, et puis quand on a préparé aussi ce webinaire, je crois qu'il faut aussi, par rapport au monde de la santé, de la e-santé, des sociétés comme que tu représentes et que vous représentez tous avec vos startups, il y a beaucoup d'interactions, hein. J'ai rencontré ma cofondatrice ou cofondateur, Barthélémy l'a dit aussi dans la vidéo et dans son intervention. Favoriser aussi, hein, tout ce qui se fait depuis maintenant quelques années, ce qui n'était pas le cas avant, de pouvoir avoir vraiment de la fertilisation d'expertise, de filières entre le monde parfois de la technologie et de la santé. Et ça permet de créer ces startups. Donc, je trouve ça passionnant d'avoir ce type d'approche et l'humilité que j'évoquais tout à l'heure, de se dire comment des acteurs typiquement comme Pfizer, comme l'Institut du cerveau ou l'IPEPS peuvent donner comme accélération et peut-être pas se tromper de voie, parce que typiquement dans le cas de Domini, chaque mois gagné, comme disait Barthélémy, dans les essais cliniques ou dans l'accompagnement au niveau des patients, ça peut bien sûr avoir un impact important pour l'entreprise. Donc merci Joanne pour cette présentation. On va finir par Guillaume Bézi, donc également donc, la cofondateur de Cibus. Donc on va faire le même exercice, ça y est, vous êtes tous rodés. Mais je trouve que c'est passionnant pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, nous expliquer, Guillaume, ce que fait Cibus et puis également l'apport du Pfizer Healthcare Hub que tu as rejoint et encore bravo pour cette sélection. Guillaume, c'est à toi. Merci Jérôme. Donc en deux mots, déjà qui je suis, en fait, je suis un professionnel de l'industrie pharmaceutique, donc c'est assez intéressant de me retrouver dans ce programme. J'ai évolué, à la base pharmacien, j'ai évolué dans l'industrie pendant une vingtaine d'années, et notamment dans les maladies mentales et neurologiques. Et en fait, j'ai quitté sur une frustration, c'était de me dire, mais finalement, dans ces pathologies qui sont hyper complexes et que je connais bien de l'intérieur, parce que dans ma famille, on est malheureusement, j'ai 2 personnes dans ma famille touchées par ces maladies, on est vraiment au balbutiement de ce qu'on peut faire, parce qu'on apporte des solutions médicamenteuses qui sont souvent limitées, qui ont beaucoup d'effets secondaires. Et puis en termes d'accompagnement, de diagnostic, en fait, on est entre guillemets à la préhistoire, alors que dans des pathologies comme le diabète, on peut détecter très facilement avec des marqueurs. Mais en fait, dans les maladies neurologiques et mentales, il n'y a pas de marqueur simple pour un médecin de terrain pour vraiment se faire une idée et proposer un parcours à ces patients. Et donc, nous, on se dit que si on veut transformer ces maladies-là, il faut commencer par déjà mieux les détecter, mieux orienter les patients dès le début de ces pathologies. Ce sont des pathologies qui touchent une personne sur 4 dans le monde. Il faut savoir que 50% d'entre elles démarrent, en tout cas pourraient être détectées avant l'âge de 15 ans. Et donc l'enjeu, c'est vraiment comment on fait pour détecter de manière plus précoce, plus simple, plus rapide, d'une manière objective, vraiment les prémices, ces premiers symptômes que nous, on appelle les déficits des fonctions cognitives, les troubles neurocognitifs, qui sont vraiment les premiers symptômes qui s'installent dans ces pathologies. Est-ce que Guillaume, on peut peut-être mettre ta vidéo et tu vas l'illustrer par rapport à celle de tous tes collègues qui l'ont diffusée, parce que je trouve qu'elle montre bien le type d'application, mais elle a besoin d'être commentée. Tout à fait. Donc, on va créer en fait on crée à partir d'une technologie qui est issue du CNRS, un marqueur digital qui est basé sur quelque chose qu'on connaît extrêmement bien depuis des dizaines d'années, c'est l'analyse du mouvement oculaire. Mais cette analyse était utilisée avec des outils très lourds en recherche. Et l'équipe du CNRS, la beauté de cette invention, c'est de transposer sur une simple tablette tactile. Et donc, grâce à cette tablette tactile, et on va enregistrer le trajet du doigt guidé par l'œil. Et c'est cette exploration des images que fait le sujet. On peut le faire ça à partir de l'âge de 2 ans, parce qu'on a un partenariat avec un groupe de crèches qui nous permettent de collecter des données. On va collecter des données sur des sujets avec des pathologies ou des sujets sains. Et on va permettre, avec un peu d'intelligence artificielle, d'analyser ces trajectoires et de les relier à des troubles cognitifs. Et donc, c'est grâce à ça qu'on peut détecter en quelques minutes, en moins de 10 minutes, et de manière en temps réel, on peut fournir un rapport, un compte rendu de résultats au clinicien pour objectiver son analyse clinique et lui permettre de prendre une décision, une orientation. Le premier produit qu'on développe, c'est ce que j'appelle un peu un thermomètre cognitif, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner une indication de maladie, mais il va dire, comme un thermomètre vous dit, vous avez 38, tout va bien, vous avez 39, il y a quelque chose, on ne sait pas si c'est une bactérie, un virus, mais en tout cas, il faut creuser.
de la même manière, très vite, notre outil va pouvoir dire « Ok, vous êtes face à un sujet qui, manifestement, n'a pas un comportement cognitif, entre guillemets, normal, et donc il faut creuser ». Donc, la première application où on est assez avancé, puisqu'on a déjà une publication dans Nature Communications, donc un journal scientifique et comité de lecture, c'est la détection des troubles du neurodéveloppement chez le jeune enfant, notamment, pour orienter plus rapidement vers une prise en charge précoce. Et l'occasion de rentrer dans le programme, pour nous, c'est fondamental, puisque c'est un autre pilier de notre développement, c'est qu'on a envie aussi de transformer les essais cliniques dans le domaine neurologique et psychiatrique. On pense que si on n'a pas des marqueurs simples pour tester des nouveaux médicaments, on ne va pas avancer dans ce domaine. Et donc, notre objectif, c'est avec le programme, c'est bien sûr de se rapprocher de la connaissance des essais cliniques qu'ont les laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, pour mieux comprendre quelle va être notre roadmap pour développer ce marqueur à destination de la recherche clinique, notamment dans les maladies neurocognitives que sont le grand enjeu d'aujourd'hui et de demain, c'est la maladie d'Alzheimer, le vieillissement, et comment on peut détecter plus tôt les patients pour freiner, voire stopper le développement de ces démences. Donc pour nous, le mariage entre Pfizer et l'ICM, c'est complètement parfait, parce qu'on est complètement dedans, à la fois du côté recherche clinique pour Pfizer et du côté ICM pour vraiment l'expertise dans le cerveau. Et on pense qu'on va aussi retrouver des relais pour accélérer notre développement du côté de l'ICM. Merci Guillaume. Et puis en plus, tu introduis parfaitement, parce que là on a passé un peu de temps, mais je crois que c'est vraiment essentiel que tout le monde comprenne bien dans tous les mois qui vont venir sur ce programme du Pfizer Healthcare Hub, de comprendre la proposition de valeur et le positionnement de chaque startup. Mais Guillaume, lorsqu'on a préparé aussi ensemble ce webinaire, ce que je te disais, c'était que tu étais peut-être un des profils les plus atypiques, et bien sûr, c'est positif dans mes propos, puisque en fait, tu viens en fait, notamment du monde de l'industrie de santé, tu es pharmacien. En quoi, et donc c'est une double question, en quoi eh bien, ton parcours peut être intéressant pour le programme, c'est-à-dire comment un acteur qui vient du monde de l'industrie santé peut trouver un intérêt avec le Pfizer Healthcare Hub, et puis également peut-être pour l'ensemble de tes collègues, ce que pourrait apporter ton expérience. On l'a vu avec toutes les startups, je pense qu'il peut aussi y avoir des échanges et des expériences intéressantes. Donc voilà, qu'est-ce que toi tu pourrais également apporter à toutes ces sociétés? Alors, pour le rapprochement avec le retour au labo, on va dire, c'est que moi, j'ai quitté l'industrie il y a 4-5 ans. Et donc, j'ai toujours vécu dans des grands laboratoires avec beaucoup de ressources. Et quand on développe une startup, en fait, on a très peu de ressources. Et donc, forcément, il faut créer des alliances, il faut créer un écosystème, il faut s'appuyer sur des ressources externes. Et quand elles sont en plus, entre guillemets, gratuites, il ne faut pas s'en priver. Donc, c'est pour ça que pour nous, le programme, c'est aussi une forte reconnaissance dans le domaine de la e-santé, parce que c'est un des seuls programmes, en tout cas un des plus, qui a déjà une super expérience dans le domaine de la santé digitale et qui adresse le parcours de soins. Et donc en ça, c'est aussi important pour nous de le récupérer, en tout cas de l'intégrer. Et puis sur la question je pense que là encore, parler d'écosystème, je pense que l'écosystème, c'est aussi l'écosystème qu'on a entre nous en tant qu'entrepreneurs. Et c'est vrai que je suis en contact avec d'autres collègues entrepreneurs dans le domaine de la e-santé, et je pense qu'il y a aujourd'hui une opportunité à jouer, malheureusement avec le Covid, mais pour la e-santé, ça crée une opportunité énorme pour accélérer l'acceptabilité de nos solutions. Et je pense qu'entre entrepreneurs dans le domaine, on a tout intérêt justement à créer des ponts et à transmettre ce qu'on sait, nos connaissances et nos liens. Ça permet d'introduire la dernière partie de notre webinaire. Donc, on a 15-20 minutes d'échange. Alors, c'est vrai qu'on aurait préféré le faire peut-être dans l'image qui m'accompagne derrière, autour d'un canapé, sans geste barrière. Mais bon, malheureusement, il faudra le faire par la suite. Et j'espère qu'on aura l'occasion quand même de se voir physiquement dans les semaines et mois à venir pour partager. Mais là, on va le faire dans un format
plus virtuel, mais dont le fond est tout aussi important. Et moi, c'est ce qui m'avait bien plu dans la première saison du Pfizer Healthcare Hub, c'est le rôle des mentors, hein. Donc les collaborateurs notamment de Pfizer qui interviennent, l'accompagnement bien sûr de l'Institut du cerveau et de l'IPEPS, et notamment ces mentors qui ont parfois des expériences dans le market access, d'autres dans la partie plutôt clinique ou essai clinique. La question, elle est bien sûr maintenant à tout le monde, hein. On va avoir un échange un peu plus libre. C'est quoi pour vous, là on est au tout début du programme, c'est quoi votre attente par rapport à ces expertises et ces mentors, donc, comme l'a notamment parfaitement expliqué Guillaume. Qui veut prendre la parole? Allez, bah, j'y vais. Alors moi, j'ai la chance, enfin en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir été mise en contact avec Dominique Menuet comme mentor, qui est une des directrices médicales de chez Pfizer, qui a fait toute sa carrière justement sur les maladies métaboliques et qui est très impliquée et très introduite au sein des sociétés savantes en diabéto et au sein de centres experts pour le cancer. Et du coup, dans nos premiers échanges, ce qui est ressorti de nos premiers échanges, c'est qu'une des valeurs ajoutées qu'elle va pouvoir m'apporter, là moi j'en suis à un stade où j'ai lancé l'interface médicale et où j'ai besoin de diffuser l'interface médicale, de la faire connaître, de la faire tester par des centres experts justement, par des centres hospitaliers. Et Dominique, elle a tout ce réseau, et elle a toute cette connaissance de comment fonctionnent les centres hospitaliers, comment fonctionnent, quelles sont les attentes finalement des endocrinos, des médecins en libéral ou en hôpital, et finalement on va pouvoir travailler main dans la main pour présenter l'outil, et elle m'a dit mais moi je viendrai avec toi si besoin dans des rendez-vous de présentation de ton outil, dans des introductions auprès du corps médical au global. Et puis elle a surtout cette énorme connaissance des maladies métaboliques, du cancer et de l'obésité, qui fait qu'elle va pouvoir m'aider à améliorer mon outil et à développer des fonctionnalités qui sont clés et qui sont pertinentes pour ces maladies que moi je ne connais pas au final. Ah oui, c'est important et peut-être Olivier, tout à l'heure, quand tu as présenté, bon, on est passé sur beaucoup de sujets, mais tu n'avais peut-être pas terminé complètement, notamment la question que je posais sur l'apport en fait du Pfizer Healthcare Hub, mais aussi peut-être sur l'intérêt d'avoir ces mentors. Est-ce que tu peux développer sur ce sujet? Oui, alors nous déjà le milieu des laboratoires pharmaceutiques, on le connaît que très mal. Donc je compte vraiment sur mon mentor, à savoir Aude Couturier-Guittet, pour m'aider à bien comprendre comment fonctionne un laboratoire pharmaceutique et comment les laboratoires appréhendent aussi les sujets de sécurité des médicaments qu'ils commercialisent. Et in fine, voir comment aussi notre solution pourrait les permettre de les aider à mieux gérer en fait la sécurité autour de leurs médicaments. Et je pense qu'on a aussi la chance aussi d'avoir le profil de Aude, puisque Aude, avant d'être dans l'industrie, était pharmacienne à l'hôpital, donc elle connaît très bien notre sujet, elle a revu des centaines, des milliers de prescriptions. Donc voilà, je pense que c'est un peu le profil idéal pour nous. Super, merci Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole là, par rapport à ce sujet voilà, d'expertise, enfin, cette réunion d'expertise, de savoir-faire que représentent les mentors? Alors bien sûr, j'ai d'autres questions par la suite, mais Ouais, moi je veux bien y aller aussi de mon petit commentaire. Nous, en fait, il y a vraiment deux choses qui nous intéressaient chez le mentor. La première, c'est la mise en relation. Parce que du coup, chez Pfizer, justement, on a prévu de rencontrer beaucoup de personnes. Et sans le mentor, on a eu beaucoup de mal à les atteindre. Que ce soit tous les directeurs des business units, les directeurs marketing, etc. Si moi, je les avais contactés sur LinkedIn, par exemple, moi, personnellement, je pense que j'aurais eu des retours de 1 sur 10. Alors que là, du coup, avec Aurélie, on l'a remarqué depuis le début, hein, mais les mises en relation, c'est hyper efficace justement pour l'agrandissement du réseau et après justement pour débloquer peut-être d'autres partenariats ou d'autres choses. Donc en un, c'est vraiment la mise en relation, et en deux, c'est l'apport, donc l'expertise individuelle du mentor, parce que nous, Aurélie, elle a travaillé aussi sur l'observance, sur tout ce qui est aussi UX design. Donc nous, on a une solution justement, si le professionnel de santé et le médecin n'adhèrent pas forcément déjà à la solution, derrière, il y aura des soucis d'efficacité. Donc, elle a cette expertise-là qui nous intéresse beaucoup et sur laquelle on a prévu de travailler. Et puis après, disons qu'un mentor aussi, nous, on est déjà sorti du cadre en fait, du Pfizer Healthcare Hub.
que là, on a une problématique sur le côté où on a une négociation avec un client et on ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc, on a demandé à Aurélie qui a de l'expérience et elle nous a donné de très bons conseils justement sur la négo, sur comment on peut amener ça, etc. Donc, on est sorti un peu assez rapidement en fait, du simple cadre du Pfizer Healthcare Hub, uniquement de la mise en relation ou de ses compétences à elle, sur quelque chose d'un peu plus large. Donc, Ah, mais c'est très clair. Merci de cette précision, Barthélémy. Est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui veulent en parler? Peut-être ce que je peux rajouter, c'est qu'au-delà de tout ce que mes collègues m'ont dit, ce qui est assez intéressant pour nous, c'est que Jules, avec qui on travaille, nous ramène deux dimensions, celle du réalisme et aussi de l'ambition. Parce que d'un côté, il vient d'une entreprise qui est quand même atteint des marchés mondiaux, ce que nous, on souhaiterait un jour, mais sur lequel on n'a aucune idée de comment on fait pour réfléchir sur ce type d'accès au marché. Et d'un autre côté, le réalisme de comprendre vraiment comment ça se passe, par exemple au sein des entreprises pharmaceutiques, que nous, on considère comme potentiels partenaires ou clients, mais c'est très facile de se faire des hypothèses et de dire que ce sera eux nos clients ou tel type ou tel type. Et grâce à Jules et à Pfizer, on pourra apprendre un peu mieux comment ça se passe en interne, comment effectivement il faut contacter ces personnes-là et avoir des retours favorables. Donc à la fois ce double tranchant de réalisme et d'ambition, et nous, ce que Jules nous apporte aussi, c'est un enthousiasme tellement fort pour notre projet que c'est assez agréable de travailler avec quelqu'un qui a envie de nous voir avancer. Super. Merci pour toutes ces précisions. Il nous reste quelques minutes et n'hésitez pas si vous voulez intervenir sur, bien sûr, d'autres points qu'on aurait pu oublier. Mais je l'ai dit en introduction de ce webinaire, même si forcément vous avez dû recevoir beaucoup de messages ces dernières semaines sur la situation par rapport à la crise sanitaire et cette pandémie du Covid-19. Vous l'avez vu, on n'a pas focalisé le sujet du Pfizer Healthcare Hub sur cette thématique parce que d'une part, ce n'est pas l'objectif initial. Il a été lancé depuis maintenant 2018. Cette deuxième édition dont vous êtes les startups sélectionnées a commencé déjà dès le début de l'année. Mais il nous semble important, avec tous les partenaires, on en a parlé, forcément de vous poser la question. C'est un programme d'accélération. On voit qu'aujourd'hui, eh bien forcément, je crois que c'est Guillaume qui l'a dit de manière assez juste sur le fait que forcément, c'est peut-être aussi une opportunité pour les entreprises de la santé, de la e-santé, d'apporter une proposition de valeur. On parle de l'amélioration du parcours de soins, de pouvoir répondre à ces besoins. Donc là aussi, question assez libre. C'est quoi pour vous aujourd'hui cette situation du Covid-19? Est-ce que ça remet en cause votre business model? Est-ce que ça peut être une opportunité avec, bien sûr, toutes les guillemets qui peuvent être mis, puisque derrière cette crise sanitaire, il y a beaucoup de détresse des problèmes de santé, des détresses, bien sûr, de familles. Mais voilà, je pense que c'est important de voir que vous y mettez beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation. Donc voilà, donc cette question aussi est assez libre sur ce que ça représente pour vous. Et là aussi, on est en discussion entre entrepreneurs, donc ça peut être aussi des inquiétudes, comme ça peut être aussi des convictions positives que vous pourriez transmettre. Donc, qui veut prendre la parole? Moi, je veux bien continuer sur le thème de la e-santé. Je pense que, bien sûr, il y a une crise, bien sûr, il y a des difficultés, notamment dans la collaboration avec… nous, on a des collaborations avec des crèches, avec des services hospitaliers, avec des réseaux ville-hôpital de prise en charge des troubles du neurodéveloppement chez les enfants. Donc, effectivement, ça, c'est bloqué, c'est gelé. Bon, ça va repartir, évidemment. Mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience, notamment dans l'utilisation des outils numériques, avec une barrière qui est en train quand même de tomber du côté des professionnels de santé et du système de santé en général, vis-à-vis de l'acceptabilité de ces outils. Et donc, on se rend compte, ou en tout cas, ils se rendent compte que ce type d'approche, en tout cas pour nous, ça on le voit bien, peut vraiment rendre service, c'est-à-dire de pouvoir délocaliser des actes qui finalement n'ont pas une grosse valeur ajoutée à être fait en présentiel. Et donc, tout ce qui va permettre de faciliter ces approches. Et du côté des patients, c'est la même chose, des personnes ou des patients. Ils se trouvent beaucoup plus libres finalement d'utiliser des outils et ils se rendent compte que finalement, ça facilite aussi la relation et l'acceptation du parcours finalement de soins et de prise en charge, voire le complémente et l'augmente. C'est-à-dire que finalement, est-ce que cette consultation individuelle entre le patient et le médecin,
c'est qu'un élément du parcours finalement. Ils se rendent compte qu'avec ces outils d'e-santé, on peut aller plus loin, on peut avoir un parcours plus intéressant, en tout cas plus bénéfique. Donc nous, on le voit comme une opportunité. Après, bien sûr, il y a aussi des inconvénients, mais bon. On est là, on est une start-up, on est résilient et on doit être agile. Exactement. Merci Guillaume. Qui veut réagir également? Moi, je veux bien. Pour répondre à ta question, il y a une opportunité et une menace. Alors, sur la thématique opportunité, moi, je déteste parler d'opportunité parce que ça veut dire que des patients sont en grande difficulté. Mais s'agissant des patients que moi, je souhaite accompagner, finalement, ce confinement a eu un impact plutôt négatif, maladies psychiques et qui concernent l'alimentation, et le confinement a mis les utilisateurs de Philips, ou en tout cas les utilisateurs cibles de Philips, en grande difficulté. Pour les personnes qui souffrent de maladies type les boulimies, les hyperphagies, les obésités, finalement le frigo trop plein, l'ennui a fait qu'il y a eu une multiplication des crises de boulimie qui ont pu se déclencher. Et puis aussi, il faut savoir, alors là c'est sur vraiment le côté l'impact que ça a pu avoir sur les patients que je souhaite toucher. Donc c'est un impact très négatif. Cette pandémie, elle a un impact très négatif et qui n'est pas lié au coronavirus en lui-même, mais en tout cas à l'aggravation des pathologies. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que du coup, la réponse que moi j'essaye d'apporter, c'est vous pouvez maintenir un lien avec votre professionnel de santé, et ce lien peut être par écrit si vous avez trop honte ou si vous avez des difficultés à pouvoir vous isoler. Ça, c'est un premier point. Et sur l'autre opportunité que moi j'ai vue, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, parmi les patients qui souffrent de Covid, de coronavirus, et qui sont aujourd'hui en réanimation, 83% de ces patients-là, ce qui est énorme, sont des personnes qui sont en surpoids ou qui ont des maladies métaboliques, type des maladies cardiovasculaires, des obésités, du diabète. Donc c'est énorme. Donc ça prouve vraiment qu'il y a un vrai problème sanitaire, un problème de santé publique auprès de ces patients-là, qui finalement, des individus qui à un moment dans leur vie arrivent à un stade de leur maladie qui fait que il y a d'autres maladies, des comorbidités qui peuvent arriver. Et donc l'objectif, là où moi je me dis que j'ai une opportunité, c'est que il aurait fallu que ces patients soient mieux traités avant l'arrivée du coronavirus pour ne pas être parmi les 83% des patients qui sont intubés. Donc ça, c'est sur la partie opportunité. Par contre, sur la partie menace, si on en vient à quelque chose de très propre à l'entrepreneuriat, c'est qu'on sait très bien que quand on est une start-up, on a un enjeu, on court après l'argent, finalement, on court après le temps, on court après l'argent, et qu'il y a beaucoup de négociations, de contrats qui sont ralentis, et du coup, finalement, ça peut mettre un petit peu en péril l'activité parce qu'on a moins de temps devant nous pour réussir à contractualiser ou à négocier avec des partenaires qu'on avait identifiés avant. Il y a des choses qui sont arrêtées, et du coup, c'est un peu anxiogène en fait, de ce côté-là, de se dire finalement, ça ralentit mon temps possible de pouvoir me développer, et voilà. Non, mais merci Morgane pour ta transparence. Et c'est vrai que c'est le but aussi de ce webinaire, de cet échange-là, sur lequel on m'a invité de participer, parce que on a tous vraiment des stades d'avancement et d'expérience différents, mais je crois que voilà, c'est important au contraire que ce programme de Pfizer Healthcare Hub soit une sorte un peu de pilier dans les semaines et mois à venir. Et je réitère, c'était un de mes choix, c'est pas que ça soit centralisé sur cette thématique. Je pense que tous les jours on entend parler et on a besoin forcément d'avoir une autre perspective, et ça c'est valable pas que pour les entreprises, mais je crois que on est sur le cœur de pouvoir accélérer un programme qui va permettre d'aider les startups. Et ma conviction aussi, c'est que les mentors qu'on évoquait tout à l'heure, tous les partenaires, avec l'IPEPS, avec les mentors de Pfizer, et puis également de l'Institut du cerveau, qui peut-être ont passé des crises, même si celle-ci elle est bien sûr exceptionnelle par son ampleur. C'est aussi ce moyen, et je crois que Barthélémy l'a très bien dit, sur ces mises en relation, cette facilité. Il faut continuer l'échange. Et je trouve que ce webinaire, il illustre bien cette thématique, c'est de dire, OK, on a cette crise, et il faut penser surtout aux problèmes de santé, aux familles qui sont vraiment dans la souffrance. Mais comment nous, entrepreneurs, on peut trouver des solutions qui puissent être sur l'ensemble du système de santé. Ce que tu viens de dire, Morgane, ça illustre aussi peut-être en fait, un regard beaucoup plus éclairé sur tous les dysfonctionnements, et sans un regard critique, mais tout ce qui peut être amélioré. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses. Et je pense que la start-up, quand on crée une société innovante comme c'est le cas de nous tous,
on a envie, entre guillemets, comme disent les structures qui sont basées dans la Silicon Valley, on veut changer le monde, on veut transformer le monde, mais de manière beaucoup plus humble. C'est voilà, comment on peut peut-être participer à cette action. Et je crois qu'il faut qu'on continue ces échanges. Donc, merci Morgane de cette, de cette transparence, parce qu'on a tous forcément, quelle que soit la taille de notre entreprise, des doutes et ce type d'interrogation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur ce sujet Oui. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Jérôme, nous, en fait, avec cette crise du Covid, on a pu découvrir de nouvelles problématiques au sein de la pharmacie hospitalière qu'on connaissait moins avant, à savoir les problématiques de pénurie de dispositifs médicaux, de médicaments. On a pu voir les pénuries dans un premier temps de masques, de gel hydroalcoolique et dernièrement de produits de réanimation. Donc, en fait, face à ça, nous, avec nos partenaires, on réfléchit, on travaille aujourd'hui à proposer de nouvelles solutions, adapter en fait une solution actuelle pour les aider face à leurs problèmes de gestion de rupture de médicaments. C'est très important ce que tu viens de dire sur le fait que sur chaque crise, en fait, c'est pour ça que le terme d'opportunité, je suis tout à fait d'accord avec toi, Morgane, hein, c'est pas du tout sournois comme terme. Au contraire, il faut y mettre beaucoup d'humilité, de bienveillance et de respect. Mais c'est un peu comme une approche un peu à la japonaise, c'est-à-dire de ne pas avoir de crise, mais voir à chaque fois une possibilité, au contraire, de rebondir. Et derrière, c'est aussi vos emplois, celles de vos équipes. Et on sait que, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, il y a peu de ressources, et donc c'est des talents qui sont importants de conserver dans votre entreprise. Donc c'est important de le faire. On touche à la fin de ce webinaire. Voilà, comme on est dans une discussion, ça pourrait durer plein d'heures, plein de temps, et tant mieux. J'espère qu'on va pouvoir en faire d'autres. Est-ce que vous avez un dernier point à donner pour ceux qui le souhaitent sur ce programme du Pfizer Healthcare Hub, donc la saison 2, qui vient d'être annoncée il y a quelques jours? Si j'ai un message à passer à tous mes collègues du groupe, c'est qu'on essaye de créer du lien assez rapidement, parce que je pense que le temps il passe vite. Je suis assez d'accord, oui. C'est vrai que je pense que si on peut mettre un peu d'énergie et créer du lien très vite entre nous, je pense que ça peut aussi tous nous servir et partager à la fois des infos, des réseaux. Je voudrais qu'on passe la parole à chaque start-up en quelques secondes, de nous dire dans quelques mois, ça sera la fin de cette saison 2 qui aura vu votre société retenue et s'est développée. Ça serait quoi la bonne nouvelle ou la conclusion importante pour chacune de vos startups dans quelques mois? Alors Morgane, on va recommencer par toi. Que la plateforme PhilitsMed soit adoptée par un grand nombre de professionnels de santé, au moins quelques centres de soins, que ce soit en centre privé, mais aussi en hospitalier, et puis avoir une palette finalement de professionnels de santé suffisamment large pour favoriser, comme je disais tout à l'heure, le suivi pluridisciplinaire. Super. Voilà. Bonne chance également pour Philippe. Barthélémy, alors, à GMAI, dans quelques mois, ce serait quoi la bonne nouvelle pour ce programme? Je pense qu'il y en aurait deux. La première avec Pfizer sera vraiment qu'on soit vraiment calé sur le modèle économique, qu'on ait vraiment bien compris comment fonctionne le labo et comment on se positionne vis-à-vis du labo. Si dans 9 mois, on est calé là-dessus, ce serait parfait. Et la deuxième, ce serait de lancer une publication avec l'ICM. C'est vraiment notre objectif, c'est de faire un test un peu clinique ou une étude en fait expérimentale et en partenariat avec l'ICM. Mais ça, c'est essentiel ce que je veux dire. Je pense que Guillaume l'a dit à plusieurs reprises, hein, l'importance pour le secteur de la santé d'être forcément dans la preuve également, la preuve de ce dispositif. Donc là, je reconnais bien le scientifique que tu es. Et donc, c'est important donc, d'avoir cette approche pour toutes les entreprises. Merci. On va passer la parole à Olivier. Alors, c'est quoi ton objectif dans quelques mois grâce à ce beau programme?
En fait, là, en ce moment, ce qui me préoccupe l'esprit, c'est réellement le sujet des pénuries de médicaments. Donc, je suis vraiment à fond dessus. Donc, si dans quelques mois, ma solution aura pu être utilisée par un certain nombre d'hôpitaux et les aura permis d'éviter certaines pénuries de médicaments critiques, voilà, je serai très satisfait. Et si par la même occasion, je peux mettre Pfizer dans la boucle pour aider, parce qu'ils font partie en fait de la chaîne du circuit du médicament, ça serait top. Super, bah merci Olivier. Et là aussi, bon courage avec tous les challenges que Omni a également. Ça serait quoi donc la bonne nouvelle et la bonne conclusion dans quelques mois de ce programme? Du côté programme, ce serait en majeure partie une feuille de route claire pour l'accès au marché. Donc, avoir finalisé, défini toutes nos étapes qui nous attendent et avoir le relationnel qu'il faut. Parce que ça a été déjà mentionné, c'est difficile d'avoir le bon réseau et les bons contacts. Donc, la feuille de route est à côté tout ce qu'il faut en termes de ressources et de matériel pour la réaliser. Super, bah également bon courage John, avec toute ton équipe pour Omni et ce projet. Et puis Guillaume, la voix de la sagesse depuis ce matin sur l'expérience des entreprises. Et alors, Guillaume, c'est quoi pour toi la fin de ce programme? Ça serait les bonnes conclusions, ça serait quoi? Alors avec notre mentor, on s'est mis un objectif très clair, hein. Nous, on souhaite avoir une roadmap claire pour mettre notre marqueur en tout cas co-développer notre marqueur digital dans un projet de recherche clinique, alors soit avec le Pfizer directement, soit peut-être avec une CRO de chez Pfizer avec lesquels ils travaillent régulièrement. Donc ça, ce serait co-développer avec eux, ce serait top. Et puis créer des liens avec tout l'écosystème de l'ICM et de l'IPEPS, parce qu'on pense que notre marqueur, il peut être intégré dans beaucoup de… On s'intéresse au neurodéveloppement, mais on a déjà une tablette qui tourne à la petite salpêtrière en post-AVC, et on pense qu'on peut l'intégrer dans beaucoup de programmes de recherche et de cohorte pour lui donner de la valeur et permettre, on va dire, une meilleure prise en charge de ces maladies neurologiques et psychiatriques. Bah, merci aussi Guillaume, bon courage pour toute l'équipe de Sigus. Écoutez, moi j'ai passé un très bon moment avec vous. Tu l'as dit Morgane, il y a parfois des inquiétudes, on a tous nos questions, mais de parler avec des entrepreneurs qui essaient d'apporter une nouvelle pierre dans le système de santé et pour l'intérêt des patients et des produits de santé, c'est passionnant. Le fonds de dotation Pfizer Innovation France, l'Institut du cerveau et l'IPEPS sont là bien sûr pour vous accompagner, pour vous aider, on va dire individuellement par société, mais vous l'avez tous parfaitement dit, contactez-vous, échangez, partagez ces informations parce que parfois on peut être seul et cette situation de confinement qui va forcément peut-être se libérer dans les jours à venir, mais on sait que ça va être un petit peu plus lent. Moi, je vous conseille vraiment de pouvoir continuer ces échanges, d'avoir ces interactions parce que souvent, on a rarement la réponse tout seul, c'est l'intelligence collective qui sera présente. Donc là aussi, c'était un bon moment de partage d'énergie. Je pense que c'était votre cas aussi. Donc, on a dépassé un peu le temps, mais bon, on est là pour parler de start-up et de vos start-up, de votre développement. Donc, merci à vous tous d'avoir joué le jeu, d'avoir été, comme l'a dit Guillaume, résilient, réactif, imaginatif pour ce format. Merci au fonds de dotation donc Pfizer Innovation France, à l'Institut du cerveau et à l'IPEPS pour m'avoir invité pour ce partage. C'était une bonne expérience. Et puis, on va se retrouver dans les jours à venir, dans les semaines à venir, avec là aussi des rencontres certainement virtuelles, mais aussi physiques, pour pouvoir accompagner ce programme qui aura lieu dans les mois à venir de 2020. Voilà. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes. Vous avez tous des beaux projets et on se dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, merci. Ciao.